faut justifier en fait tous les 3 ans que notre fils a toujours la trisomie, des fois que le chromosome serait tombé. Parallèlement à ça, il a perdu l'intégralité de ses cheveux. Il nous fait ce qu'on appelle une alopécie totale. Enfin, nous, Augustin, s'il sent que la personne n'est pas à l'aise, il va pas trop vers elle. Mais s'il sent qu'il y a une ouverture, mais il passe des moments avec les gens. En plus, il se rappelle des prénoms des gens. Parce que tu penses que si tu le touches, ça va te sauter dessus? Bah je sais pas, faudrait que je demande à maman. Dans le premier épisode, on a suivi l'histoire d'Emmanuel et Nicolas, qui ont fait de l'adoption d'un enfant porteur de la trisomie 21 un vrai projet de famille. On a aussi entendu Catel, qui avec son mari a vécu un moment bouleversant. C'est elle, et non les médecins, qui ont compris que leur fils était porteur d'un petit truc en plus, 3 jours après sa naissance. Dans cette seconde partie de Coffee Break, on parle du quotidien, les démarches administratives, parfois épuisantes, les moments partagés en famille, d'une association qui aide les familles, et pour finir, un invité mystère qui vient clore l'épisode. C'est la suite de leur histoire et ça commence maintenant. Eh bien écoute, pour Aurel, oui, il y a eu un parcours de santé. On a été vers tous les parcours qui devraient être faits par tous les parents. Maintenant, je l'apprends avec les années du coup, mais quand un enfant trisomique naît, il y a plusieurs choses à regarder. Alors effectivement, le cœur, c'est une des pathologies qui malheureusement vient très souvent se greffer à la trisomie. Du coup, souvent, il y a aussi des problèmes respiratoires, visuels, auditifs. Il y a beaucoup de choses qui viennent se greffer à ça. Donc dans les 6 mois de sa naissance, il y a eu tous ces examens-là qui se sont faits. Donc Aurel, on lui a découvert ce qu'on appelle une basse vision, c'est-à-dire qu'Aurel est malvoyant. Il porte des lunettes, il a une vue qui est à -3, elle était à -4 il y a quelques années, il a récupéré un peu. Mais en fait, c'est surtout sa vision qui est pas du tout comme la nôtre. C'est plutôt au niveau de la pixelisation où vraiment il y a plein de petites taches quand il peut voir. Et puis il voit comme s'il regardait dans un tunnel en fait. Voilà, comme s'il y avait un tuyau et qu'à côté, il voit pas. Par rapport à mon homme, on a décidé donc d'être au CAMS mais sans y être. En fait, on a fait le suivi médical, c'est-à-dire une visite par an par le pédiatre du CAMS. Et tout ce qui était prise en charge globale pour un trisomique, c'est-à-dire orthophoniste, kiné. Mon homme, le handicap, c'était vraiment pas son truc. Il avait pas envie de se retrouver dans un endroit avec pas que des trisomiques, parce qu'au CAMS, il n'y a pas que des trisomiques. On est en couple, on prend des décisions, et la décision a été prise qu'on faisait comme ça. Parallèlement à ça, il a été inscrit pour rejoindre le CESAD trisomie 21. Et puis son inscription a été, parce qu'il y avait une liste d'attente, et du coup, il est passé, il devait avoir 3 ans et demi, 4 ans, du coup, quand il a été pris par le CESAD. Donc du coup, quand il a fait son entrée à l'école, il a été suivi par le CESAD du coup. Et pour sa sœur, eh bien tous ces mois-là, en fait, il y a eu 0 prise en charge pour elle, et en fait c'est maintenant à ses 10 ans, enfin, ça fait déjà 3-4 ans du coup qu'on est un peu sur le coup, mais on s'aperçoit que la prématurité nous a amené ce qu'on appelle un multi-10, donc il y a les 10 orthographiques, 10 calculiques, et dysgraphique. Et puis il y a une possibilité pour qu'elle soit TDAH, voilà, trouble de l'attention. Est-ce qu'Augustin a les mêmes prises en charge ou c'est vraiment que ton enfant? Non, alors nous, Augustin a les mêmes prises en charge. Comme nous, c'était un choix, on avait déjà les informations auxquelles porte on devait frapper. Donc c'est vrai qu'on a pris les rendez-vous assez vite. Dès son arrivée, on a appelé le CAMS, on a appelé les médecins. C'est vrai que les démarches, on les a faites un peu en amont. On savait déjà qui contacter. Parce que c'est vraiment un vrai parcours du combattant. Même si on est au courant, j'ose pas imaginer les parents quand ça leur tombe dessus et qu'ils doivent penser à tout. Déjà encaisser le handicap, j'appelle ça faire le deuil parce qu'un jour une maman m'a dit ce terme-là, donc faire le deuil de l'enfant normal. Et en plus se dire il faut contacter donc tous ces superbes termes, CAMS, CESAD, MDPH, qu'on comprend pas forcément parce qu'on est dans un flou. C'est vrai que nous, on a eu cette chance d'avoir ces informations-là, de prendre le temps de les analyser, de savoir qui contacter. Nous, on a fait le choix qu'ils soient suivis par les professionnels du CESAD parce qu'en parallèle, on avait 3 autres enfants, dont 2 ont été diagnostiqués TDAH. Mais donc on avait aussi les autres à entourer, à encadrer. Donc c'est vrai que l'avantage du CAMS ou du CESAD, c'est que les professionnels interviennent
Alors au CAMS, ça se passe au CAMS, et le CESAD, nous, dans notre région, on a la chance d'avoir un CESAD trisomie 21, donc spécialisé dans le handicap. Donc c'est des professionnels qui sont aussi spécialisés face à ce handicap-là, et pas un CESAD classique où ils ont aussi des enfants autistes, des enfants avec d'autres pathologies. Et ils interviennent dans l'école, donc on n'est pas à courir partout, aller à tous les moultes rendez-vous. Tu parlais du fait que c'était le parcours du combattant. Quels sont les défis en fait auxquels vous avez pu faire face, vous, comparé à vos autres enfants, et même toi par rapport à des jumeaux? Alors sincèrement, du coup c'est hyper particulier parce que déjà des jumeaux c'est déjà un parcours. Moi deux enfants en même temps, franchement c'est déjà bien. Moi j'ai eu des enfants qui pour moi sont assez parfaits parce qu'ils pleuraient pas énormément, ils ont toujours mangé en même temps, tout s'est très très bien boutiqué. Alors nous on est rentrés, ils avaient déjà 1 mois et demi de vie, mais ils ne faisaient que 2 kilos. On s'est fait suivre par la PMI, parce que du coup il fallait absolument qu'ils prennent du poids. Qu'est-ce qu'est le parcours du combattant? En fait, tout, quand on vient de l'apprendre comme ça, on a l'impression au départ que tout s'écroule. On se dit que la vie qu'on devait avoir normalement avec un bébé, où voilà, on l'emmène chez le pédiatre, chez ci, chez ça, là tout se multiplie parce que du coup on a beaucoup plus de rendez-vous médicaux qui en fait après, au bout de 6 mois, se sont calmés parce qu'on a fait le check global de notre enfant et après on est suivi chaque année. Mais en fait on s'en fait une montagne tout de suite. Et puis il y a vraiment, comme tu dis ou comme cette personne t'a dit, il y a vraiment ce deuil d'enfant parfait ou normal qu'on s'imagine tous quand on va avoir un enfant. Alors vous m'avez pas vu, mais j'ai mis des guillemets sur le parfait et sur le normal parce que c'est des termes que je n'aime pas. On s'imagine des choses dans notre tête et sincèrement pourtant je suis sûre que on ne met pas le mot parfait ou normal sur le terme de nos enfants quand on est enceinte, absolument pas. Mais il y a quelque chose qui s'écroule parce qu'on n'imaginait pas qu'il y avait quelque chose qui allait venir s'ajouter à tout ça. Après, ce qui est extrêmement compliqué, c'est le dossier de la MDA pour nous, donc la maison de l'autonomie, où on doit réellement noter que oui, on veut une carte handicapée parce que notre fils a une trisomie. On demande une carte pour pouvoir stationner parce que devoir aller avec son sac de linge, son dossier médical à l'autre bout du pays pour faire sa consultation, c'est assez épique. Qu'en plus, moi j'avais des jumeaux, donc du coup je sors la poussette d'eau, je mets un puis l'autre, puis l'affaire de rechange qui est 2 fois plus grand et tout. Par exemple la carte d'invalidité, du coup, qui pour nos enfants est tout de suite accepté à plus de 80% et donné que pour un certain temps. Donc à la base, mon fils l'a eu pour 1 an. Oui, c'est ça qui est très rigolo. Je trouve qu'il faut justifier en fait tous les 3 ans que notre fils a toujours la trisomie, des fois que le chromosome serait tombé. J'ai une anecdote sur ça parce qu'il y a 1 an, on n'a pas rempli le dossier dans les temps, donc on a arrêté d'avoir les aides et tout d'un coup, du jour au lendemain, on n'avait plus d'aide, plus rien. Et donc quand j'ai appelé la MDA, ils m'ont dit c'est parce que vous n'avez pas confirmé que votre enfant était trisomique. Du coup j'ai envoyé un courrier en disant voilà, mon fils est tombé dans la cour et malheureusement en tombant son chromosome supplémentaire n'est pas tombé avec lui, donc il a toujours une trisomie 21. Et bizarrement dans la journée j'avais un coup de fil, mais madame, pas de souci, mais pourquoi vous... Je dis non mais... Il y a des handicaps qui évoluent, et même la trisomie 21, nos enfants n'ont pas les mêmes besoins à la naissance. Nous, on avait eu la carte de stationnement au début, par rapport au fait que Augustin bébé nécessitait qu'on se gare et qu'on aille plus vite au rendez-vous. Maintenant qu'il est grand, qu'il marche et qu'il n'a pas de problème moteur, on n'a plus la carte de stationnement. C'est évident qu'il faut voir l'évolution du handicap et voir les besoins selon l'âge. Nous, Augustin, à 9 ans, n'est toujours pas propre la nuit, mais il y en a qui sont propres. Chaque enfant trisomique est comme tous les enfants. Il est différent. Donc chaque enfant trisomique est différent, comme nos enfants ont des évolutions différentes. Donc c'est bien de voir comment le handicap évolue, donc c'est normal de faire un bilan régulier. Mais par contre, devoir déclarer tous les 3 ans que notre enfant est toujours trisomique et qu'il a toujours le handicap et qu'on a toujours besoin des aides, ça c'est une aberration de l'administration. C'est ça, moi c'est exactement la même chose, Du coup j'ai appelé la MDA en leur demandant s'ils se moquaient de moi pour que je refasse un dossier pour leur dire que mon fils était trisomique. Parce qu'un dossier MDA, c'est beaucoup de questions, mais c'est beaucoup de papier, beaucoup de temps, beaucoup de stress, parce que franchement c'est assez pénible à remplir. Quand on vient de découvrir la trisomie,
à la naissance, devoir remplir ça, devoir aller vers des gens vers qui on va devoir nommer. Alors chaque personne est différente, hein, mais il faut l'accepter que oui, le handicap va faire partie de notre vie ad vitam aeternam. Moi par exemple, Aurel a 10 ans, il est propre maintenant tout le temps. Lui il a marché, il avait 5 ans et demi. Mais comme tout enfant normal, il y a des choses qu'il sait faire, d'autres qu'il sait pas faire, et puis il va mettre un peu plus de temps pour certaines, et puis d'autres pas du tout. Au jour d'aujourd'hui, je vais à un rendez-vous avec lui, si par hasard je prends pas la route habituelle, je vous garantis que derrière j'entends « Un moment où ? Où ?» Ah ouais, oui, mais non, mais c'est parce que maman, elle a oublié de te dire, je vais chercher un colis, chérie. Non, maman. Voilà, parce qu'il connaît les routes par cœur. Nous, le parcours du combattant, c'est plus le côté administratif. Puis la multitude avec les autres enfants. Beaucoup de rendez-vous, beaucoup de choses à vérifier. Mais c'est surtout ce côté administratif qui est pesant et qui, des fois, n'a pas lieu d'être. Il faut savoir aussi quand même que c'est utile parce que la MDPH accompagne les familles qui ont des enfants handicapés dans tout ce qui est démarche administrative, tout ce qui est aussi besoin, attribution des prestations, etc. Et donc sans la MDPH, c'est vrai que le quotidien serait peut-être plus compliqué. Puis après peut-être un peu, j'allais dire, sur le regard des autres, quoique ça a évolué depuis ces derniers temps, parce que avec la sortie du film, un petit truc en plus, peut-être qu'il y a le regard des gens qui change un peu. Mais il y a quelques années encore, il fallait expliquer ce que c'était la trisomie, qu'Augustin, et encore une fois, il était capable de choses, peut-être moins rapidement, mais qu'il les faisait quand même. On a cette chance qu'il suit un parcours scolaire classique pour l'instant, même si il prend plus de temps dans les classes. On a été confrontés notamment à des maîtresses qui étaient moins sensibles. Surtout une qui a été moins à l'aise. C'était plus compliqué. Et puis d'autres qui se sont investis à 200%, c'était incroyable. Et pour qui le handicap de Augustin était une force, effectivement, pour développer d'autres choses, quoi. Si je rebondis du coup, nous on a pris la décision il y a 2 ans de le faire rentrer dans ce qu'on appelle un parcours Ulysse. Donc il est en école normale mais en Ulysse. On a pris ce choix-là parce que il allait arriver effectivement avec une maîtresse où je le voyais absolument pas aller, mais alors pas du tout. Il était déjà très décontenancé par d'autres handicaps divers et variés, peut-être moins compliqués du coup qu'Aurel, où elle avait besoin d'être un peu plus présent avec lui qu'avec d'autres, même si pour autant il a une AESH. Du coup, je me suis dit, je pense que là, il est temps d'aller le mettre dans un parcours où il va y avoir plus de temps pour lui. Donc pour nous, il l'a extrêmement bien vécu. Tout se passe bien, il adore aller à l'école, il y va en taxi, il adore ça. Mais parallèlement à ça, il a perdu l'intégralité de ses cheveux. Il nous fait ce qu'on appelle une alopécie totale. Il lui reste que 3 petites touffes de cheveux qu'il demande à ce qu'on rase. Alors que 2 ans avant, je lui faisais des coiffures de viking. Donc, on se dit qu'il n'a peut-être pas été si serein que ça en fait. Mais il n'est pas verbal, donc du coup, on n'arrive pas à savoir. Alors nous, au contraire, Augustin est très verbal, il parle beaucoup. Dans le parcours du combattant, il y a ce parcours des AESH, l'accompagnante d'enfants en situation de handicap. Augustin a une AESH depuis ses débuts à l'école, et c'est vrai que c'est très compliqué d'avoir cette personne pour accompagner, parce que ça demande de faire des rendez-vous avec les enseignants, de faire des bilans, que le dossier passe à la maison de l'autonomie. Ça met à peu près 6 mois avant d'avoir une réponse. On a 6 heures, après on a 12 heures, enfin voilà. C'est un vrai parcours du combattant, mais il y a une réelle envie du rectorat de l'inclusion des enfants dans les écoles. Donc beaucoup d'écoles font vraiment cette démarche, mais c'est vrai que c'est très difficile et les parents peuvent vite être perdus parmi tout ça. Et nous, cette année aussi, on a fait le choix de le passer en dispositif Ulysse. Du coup, vos 2 enfants sont dans des dispositifs Ulysse, donc des unités localisées pour inclusion scolaire. Est-ce que vous pouvez parler un peu comment ça se passe, comment fonctionne ce dispositif ? Donc il n'est pas sur notre commune, parce qu'il n'y a pas de dispositif Ulysse dans toutes les écoles. Il est sur la commune à côté. Ce dispositif Ulysse, donc c'est une particularité, c'est une enseignante pour 12 élèves maximum, accompagnés de ce qu'ils appellent encore d'ailleurs une AESH aussi, mais elle est dédiée à la classe. Donc tu as forcément 2 personnes minimum dans cette classe avec 12 élèves. Donc forcément, c'est pas du tout une classe, on va dire lambda, avec 20 élèves. Et puis, par rapport au handicap des enfants, il peut y avoir d'autres AESH qui viennent se greffer par enfant. Les enfants, les 12 enfants, ont plusieurs niveaux. En primaire, ça va du CP au CM2. Donc il peut y avoir un CP, un CM2, et c'est l'enseignante qui s'adapte à l'enfant. Et ils font ce qu'on appelle du décloisonnement. C'est-à-dire qu'ils vont aller dans leur classe de référence, donc dans leur classe de tranche d'âge. Aurel a fait son ESS, équipe de suivi de scolarisation. Donc ces moments-là, c'est pareil, c'est des moments sincèrement
brutaux, je trouve. Alors violents peut-être pas, mais ça peut l'être, sincèrement. Parce qu'il y a des professeurs, ou même autres que professeurs, parce qu'il y a souvent l'intégralité du corps enseignant et pluridisciplinaire qui s'occupe d'Aurel, qui peuvent être conviés à cette réunion. Donc ils disent ce qu'il est capable de faire, ne pas faire, quel est son niveau. Et en tant que parent, c'est franchement difficile des fois d'entendre qu'il fait ça, pas ça. Pour avoir du temps d'AESH, on insiste sur les points à améliorer. Et du coup, c'est vrai que pour des parents, des fois, c'est dur pendant 1 heure d'entendre tout ce que notre enfant ne fait pas bien, même si on en a conscience et même si on sait que c'est un mal nécessaire. Toutes les personnes à la réunion sont bienveillantes et ont envie que ça avance, mais du coup, dépeignent souvent notre enfant de manière assez négative, même si il donne beaucoup de choses positives. Pour quand même avoir une note positive, quelle leçon vous a donné votre enfant ? Nous, il nous scotche très très souvent. Ouais, mais tous les jours. Là, on parlait du parcours du combattant, mais ça, c'est notre parcours à nous. Notre parcours de parents, complètement différent. C'est un parcours plein d'amour, plein de joie, plein de rire, plein de légèreté. Ils disent ce qu'ils pensent au moment où ils le pensent. Mais c'est des enfants qui débordent d'amour, qui ont besoin de câlins, qui sont d'un naturel avec les gens. Tout à l'heure, Nicolas parlait du regard des autres. Nous, Augustin, s'il sent que la personne n'est pas à l'aise, il va pas trop vers elle. Mais s'il sent qu'il y a une ouverture, mais il passe des moments avec les gens. En plus, il se rappelle des prénoms des gens. Il sent tout de suite si quelqu'un est pas bien, si quelqu'un a une blessure. Il s'approche de la personne avec délicatesse et il lui dit ça va aller, c'est la vie. Ouais, moi c'est quelque chose que j'ai découvert quand je faisais des séjours adultes handicapés mentaux. Ils parlent sans avoir de filtre, ils aiment sans avoir de filtre, mais ils sont aussi très sensibles. Les gens qui sont en souffrance, et si nous on a un petit bobo ou un petit peu mal ou machin, ils sont empathiques. Et Aurel, il est pareil quoi. Alors certes il est pas verbal, mais si je vais pas bien parce que j'ai toujours des ennuis de santé, il le sait, il va prendre soin de moi, il va m'apporter une couverture, il va me faire des bisous, des câlins. Sa sœur, alors la gémellité, c'est un lien encore à part, mais il va me regarder, il fait « maman, dodo et dudu ». Ok, c'est le surnom de sa sœur Lucia, parce que par exemple, il y a eu une dispute avec sa meilleure amie ou truc, il sait que voilà, il faut aller prendre soin d'elle, voilà, il sait qu'il faut dormir avec elle, on lui demande, elle va dire oui, donc il est pas très verbal, mais pour autant, quand il y a besoin, il arrive toujours à se faire comprendre. Il déborde d'amour à longueur de temps, les gens qui sont un peu réfractaires ou handicap, ils le voient, ils passent du temps avec et c'est fini, la trisomie pour eux fait partie d'une vie limite normale. Juste la dernière anecdote en date, c'était genre il y a quelques jours où c'était un peu tendu le repas, tout le monde donnait son avis, donc le repas était un peu animé et nerveux. Et là, Augustin, tout d'un coup, il a fait « Stop ! On est une famille, on arrête de se disputer !» Et là, je pense qu'il a scotché tout le monde et tout le monde s'est arrêté. Alors que c'était un brouhaha. Et voilà, il a mis les mots, et là tout le monde s'est regardé. Et après, le repas s'est passé dans le calme. Et il était hyper fier de lui d'ailleurs. On parle de vos enfants, on parle de la trisomie 21. Est-ce qu'ils sont au courant de leur handicap ? Alors c'est un vaste sujet ça, parce que c'est vrai que... Est-ce qu'ils en ont conscience comme nous on peut l'avoir? Je ne pense pas. Parfois, il parle de ses amis qui sont trisomiques en disant oui, ils ont une trisomie, et quand on lui demande est-ce que t'as la trisomie, il sait pas trop nous dire. Enfin, encore une fois, je pense qu'il faut regarder avec leur prisme aussi à eux, et que pour eux, il n'y a pas forcément de handicap, surtout dans la trisomie. Ils sont nature, ils disent ce qu'ils pensent, etc. Je suis pas sûr qu'il y ait une vraie conscience du handicap. D'une différence certainement, mais pas du handicap. Après, nous, on a fait ce choix de pas lui caché, enfin on lui dit qu'il a une trisomie 21, on lui en parle, on s'étale pas dessus non plus, comme on en parle de son adoption, mais on s'étale pas dessus non plus, on n'insiste pas, ça fait partie du langage. Je dirais pareil, Aurel, je pense pas qu'il ait la notion même de la trisomie, pareil chez nous c'est absolument pas tabou, ils savent qu'ils sont nés prématurément, qu'ils sont issus d'une grossesse de PMA. Aurel il sait qu'il est différent, parce qu'il me dit souvent, il me fait comprendre, il fait oh, dur, je suis maman. Je dis ouais, la journée a été longue. Il sait qu'il est plus fatigable que sa sœur aussi, puisqu'il a besoin de plus de sommeil. Mais autrement ça, le mot trisomique, non, fait pas partie du tout de son langage. Et puis juste pour rajouter, mais je pense que quand tu es né avec un handicap, pour toi il n'y a pas forcément de handicap en fait. On connaît une petite fille qui est née avec un bras en moins, elle en parle pas tous les jours, et puis pour elle c'est naturel en fait. Je vais faire le lien avec une phrase que j'ai dit pour mes jumeaux. Quand ils étaient petits, que je les promenais tous les deux, souvent les gens étaient là...
Ça rameute des gens autour de soi. Les dames un peu âgées me disaient « Oh, j'aurais jamais pu !» Bah, c'est pas grave, parce qu'en fait, c'est les miens. Ça me fait penser à une anecdote. Une fois, on se baladait en poussette avec Augustin, et puis on était dans une librairie. Une dame de la librairie qui arrive. Oh, c'est un beau bébé, tout ça. Qu'est-ce qu'il est beau! Voilà, elle était toute contente de venir voir le bébé. Puis d'un seul coup, elle s'aperçoit qu'il est trisomique. Et on voit tout de suite dans le changement d'attitude. Et, oh, elle me regarde et oh, excusez-moi. Mais en fait, elle avait pas à être gênée, elle avait pas à s'excuser. On a appelé nos écoles de quartier, de la commune, donc il y a une publique, une privée, en leur expliquant, voilà, bonjour, j'ai des jumeaux, dont un qui a une trisomie, garçon-fille, on voudrait avoir un rendez-vous pour les inscrire. On va à la première, voilà, ça se passe, machin, on va à la deuxième, on dit, vous inquiétez pas, trisomie ou pas, pas de souci. On a eu divers handicaps, la trisomie, pas eu, mais on y va. On les inscrit, ils y vont, et puis je dis à la directrice, si vous voulez qu'on parle à la classe de la trisomie pour essayer de dédramatiser ou pour qu'ils comprennent, il n'y a pas de souci, je suis ouverte. Un matin, tout le début de matinée, on les emmène à l'école et puis on arrive. Je me suis retrouvée devant 115, 120 personnes à devoir du coup parler de la trisomie. Et on a eu des enfants qui nous ont fait moi, non mais maman, elle m'a dit de pas m'approcher. Bêtement, je lui ai dit, parce que tu penses que si tu le touches, ça va te sauter dessus. Il est resté me regarder en me disant, bah je sais pas, faudra que je demande à maman. Ah, je lui dis, ouais, faudra que tu lui demandes parce que tu sais, en fait, moi je peux te dire tout de suite, hein. Ça saute sur personne, hein. Parce que sinon je serais aussi trisomique, je lui fais plein de bisous. On s'aperçoit que c'est souvent le regard des parents qui est malveillant, parce que sincèrement tous les enfants à Aurel étaient devenus le phénomène de l'école, quoi. Vous parlez du regard des gens et surtout des parents. Est-ce qu'il y a comme une évolution ces dernières années? Oui, je pense que le regard des gens change énormément. Et la trisomie rentre dans des cases, donc les gens sont au courant, ça se voit physiquement. On voit plutôt des gens gênés. Parce que, effectivement, on peut être à l'aise ou pas avec le handicap, d'abord. C'est propre à chacun, hein. Enfin, voilà, ça, il n'y a pas de notion de jugement là-dessus. Mais on voit moins de gens, comme tu disais, qui prêchent par ignorance, c'est-à-dire qui ont peur du handicap. Mais c'est comme toute chose, plus c'est expliqué, plus c'est banalisé, plus ça peut être pris aussi comme une chance. Il y a 20-25 ans, du coup, j'ai fait des séjours adultes handicapés mentaux. Et le regard des gens à l'époque, mais c'était une catastrophe. Les gens se cachaient pas avec des réflexions... Oh là là, mais t'as vu comment ils font les gens pour être avec? Parallèlement à ça, quand Aurel est né, il y a eu plusieurs personnes, qu'on connaît ou pas, du coup, qui ont sorti des livres, qui ont parlé sur la trisomie de leur enfant. Et puis, plus ça va, et plus c'est ça. Et du coup, je pense que les gens commencent à avoir l'habitude d'en entendre parler, d'en voir. On a eu des films, du coup, maintenant, récemment, avec des trisomiques vraiment qui ont leur rôle. Avant, quand j'étais jeune, on a un seul film, hein, le 8e jour. J'ai travaillé 3 ans pour eux les étés. Les 2 premiers, j'ai fait des séjours dans des villes. Et le dernier séjour que j'ai fait, c'était un centre qui fermait pour l'été. Et en fait, ils ne pouvaient pas fermer intégralement parce que les familles ne les prenaient jamais. Donc il fallait absolument que le centre reste ouvert. À cette époque-là, en fait, on mettait les gens dans des centres, on les cachait. Moi, j'ai appris après, avec mon beau-père, que en fait, il avait un cousin qui avait une trisomie. Et il s'est libéré la parole quand mon fils est né, alors que j'ai vécu 23 ans avec lui. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu l'occasion de rentrer dans des centres, effectivement, où les trisomiques étaient parqués. Effectivement, on les montrait moins. Je me souviens d'un centre notamment où toute la journée il y avait la télé allumée et on les nourrissait à la télé en gros. La recherche a beaucoup évolué aussi. Avant ils étaient cachés, ils n'étaient pas stimulés et aujourd'hui là avec le CESAD, Augustin il va à l'école mais il a l'orthophoniste qui vient, l'ergothérapeute, psychomotricienne, l'éducatrice spécialisée qui travaille en partenariat avec la maîtresse, enfin ils sont stimulés. Alors au-delà d'avoir des enfants, vous avez un autre lien entre vous Nicolas et Emmanuel et toi du coup Catel, c'est que vous faites partie de l'association Trisomie 21 du département, mais surtout toi Catel, tu es la présidente de cet asso. Est-ce que tu peux en 3 mots seulement décrire cet asso? Alors, parents, convivialité et trisomie. En fait, l'association Trisomie 21, c'est un groupe de parents, tout simplement. Cette association a plus de 40 ans, parce qu'elle date de 1982. Les parents fondateurs de l'association ont été des vecteurs et des porteurs pour leurs enfants à l'époque, et pour les nôtres, du coup, qui suivent forcément. Ils ont été à l'initiative des Ulysse
maintenant, mais des CLIS de l'époque qui étaient des classes pour l'inclusion scolaire. À quoi sert l'association? On essaye de faire en sorte de faire connaître la trisomie 21. Déjà, pour ça, on fait plusieurs événements, dont un surtout qui est un flash mob le 23 mars. Alors ça tombe le 23 mars parce que le 21 est un vendredi, mais sinon c'est le 21 mars pour la journée mondiale de la trisomie. Et alors pourquoi le 21 mars? Eh bien tout simplement parce que le 21 c'est le chromosome 21. Et pourquoi mars? Parce que mars c'est le 3e mois de l'année et donc 3 chromosomes. Donc nous ça fait maintenant 4 ans qu'on fait un flash mob. On était très peu à la base et puis ça grandit. On a l'aide de 3 écoles de danse qui viennent et qui font un avant-goût des spectacles qu'ils feront dans l'année. Voilà, on a aussi des baptêmes de moto et donc il y a forcément des personnes avec trisomie. On essaye de leur montrer qu'on fait tout. Voilà, et nos enfants, comme des adultes, peuvent vivre normalement. Moi, ma vice-présidente a une trisomie. Elle a été championne de France d'escalade. Elle a une voiturette, elle a son appartement, elle est en couple. Il y a des gens avec trisomie qui peuvent vivre. Donc après, peut-être qu'il y a des à côté, peut-être qu'il faut les accompagner, peut-être plein de choses, mais on s'en fiche. Ils ont une vie. Voilà, ce sont des vraies personnes qui ont un cœur. Et voilà, donc nous, c'est vraiment ça qu'on dépeint dans l'association. C'est ils ont le droit de vote, ils ont le droit de vivre, ils ont le droit de parler, ils ont le droit de marcher, hein, ils ont le droit de vivre comme tout le monde. C'est ça qu'on défend avant tout. La journée internationale de la trisomie 21, qui est du coup le 21 mars, a été fêtée la première fois qu'en 2012. C'est quand même assez récent, ça a un peu plus de 10 ans. Il y a eu plusieurs relais, il y a des parents qui ont entendu des choses, qui ont blessé. Je pense à une maman qui a fait une lettre ouverte en fait, on en a parlé aux informations, elle a sorti un livre, elle a été questionnée sur la trisomie et de ça, il y a eu d'autres parents du coup qui sont sortis un peu du silence, qui ont sorti des choses. Et puis maintenant on a les réseaux sociaux aussi. Tout ce qui est Facebook, Instagram, TikTok et j'en passe des meilleurs, on peut les suivre, on peut voir leur quotidien, on peut voir qu'ils vivent normalement, on peut voir tout ça. Et je pense que ça libère aussi énormément la parole. Tu es présidente de l'association, est-ce que tu as tout de suite été présidente quand tu es rentrée dans l'asso? Oui, je suis devenue tout de suite présidente. L'association s'est un peu étouffée après le Covid, malheureusement, comme beaucoup d'associations. On m'a dit, l'association va mourir, mais t'es inscrit en tant que membre les 2 années d'avant, mais sans pour autant venir aux AG ou ce genre de choses. J'avais pas spécialement envie de militer à ce moment-là, voilà, c'était pas l'étape pour moi. Mais j'aimerais faire, changer les mentalités, mais surtout de 2, réussir à faire comprendre, par exemple, par rapport à l'éducation des enfants, que les classes UDIS c'est top, c'est génial. On n'est pas membre depuis longtemps, on n'a pas participé beaucoup, mais ce que je vois de l'association aussi, moi, c'est que d'abord ça permet de changer le regard de l'extérieur sur la trisomie 21, parce qu'il y a de l'information là-dessus. Ça permet aux parents d'enfants porteurs de trisomie de se rencontrer, et ça fait du bien des fois de partager un peu nos anecdotes, on va dire. Et la troisième chose aussi, et ce que j'aime bien aussi, ça permet de faire des choses peut-être un peu extraordinaires avec nos enfants. Je me souviens notamment d'un match de football où ils ont tous fait l'ouverture avec les joueurs. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, Nicolas. Tu parlais des familles, tu parlais des parents. Quel genre d'activité vous organisez? Alors, vu qu'on est des parents, on n'en propose pas non plus des millions, mais on essaye d'en proposer quelques-unes. Par exemple, là, aux prochaines vacances, on propose de personnaliser des t-shirts qu'on vendra, du coup, pour la journée mondiale de la trisomie 21. Ils seront signés des enfants, mais ça peut être les frères et sœurs aussi, parce qu'en fait, on veut pas une fermeture du handicap. On veut vraiment que l'intégralité des familles participe, même les parents, s'ils veulent faire un t-shirt. Le but, c'est de dire que c'est notre association, grâce aux familles. On va y vendre des chaussettes dépareillées, parce que c'est la journée de la différence. On a lancé il y a pas très longtemps des cafés papotes où on invite les parents du coup à venir un peu comme toi, se poser avec des gâteaux, un petit café, discuter. Il y a des soirées bowling ou karaoké, ou voilà, donc ça c'est ma vice-présidente, comme je te disais tout à l'heure, qui a un peu plus ça en charge du coup, où elle gère une idée et nous on est autour, on l'aide à pouvoir mettre ça en place, où du coup des jeunes, donc il y en a déjà une qui s'est passée, des jeunes ont été faire une soirée bowling et puis manger une pizza derrière, mais c'était génial, ils se sont retrouvés ensemble, ça a été l'éclat total. Nous on a, grâce au forum de certaines communes, contact avec des gens qui viennent nous dire voilà bonjour, si vous avez des activités que vous avez besoin d'encadrer, je me propose.
Ouais, pour les plus jeunes, nous, Augustin a eu la chance de faire un stage de natation. Augustin est très très à l'aise dans l'eau, mais il était avec des enfants à l'aise, pas à l'aise. La piscine n'était que pour eux, il y avait des personnes que pour eux. Il y avait le moniteur, mais il y avait aussi des adultes qui étaient avec eux et tout. Et là, c'est aussi grâce au contact du coup de l'association qui a permis d'être en contact avec le CDSA, Conseil départemental de sport adapté. Et donc là, ils nous avaient contacté en disant voilà, on a envie de faire un stage adapté. Est-ce que vous auriez des enfants? Donc on lance un appel aux parents en leur disant voilà, il y a un stage, est-ce que oui ou non vous voulez pas. Après, on laisse les gens hyper libres. Nous, on est là pour proposer parce qu'on nous a proposé et ça se fait, c'est cool, ça se fait pas, ça se fait pas, c'est pas grave. Tu dis que c'est des parents qui s'occupent de l'association. Il y a combien de membres à peu près? Membre total de l'association, il y en a entre 20 et 25. Là-dedans, on a des familles, en fait, ou des oncles et des tantes de la personne concernée. Donc, on en a une dizaine qui sont intégralement dormants, parce qu'ils sont souvent pas de la région, d'ailleurs. En actif, clairement, on doit être une dizaine. On parlait des projets qui ont été organisés, etc. Est-ce qu'il y a des aides financières pour l'association? Alors, au jour d'aujourd'hui, non, absolument pas. Moi, j'ai pris le relais de président. C'était de l'argent qu'il y avait déjà et qu'ils avaient, j'imagine, récolté au fur et à mesure des actions qu'ils ont pu faire. Après, souvent, on demande une petite participation suivant l'événement qu'on fait. On a fait un stage, par exemple, cours de chant l'année dernière. On demandait une participation aux parents parce que, forcément, l'association ne peut pas tout financer. Mais non, sinon ça, nous n'avons pas d'aide de l'État. On a eu des aides de la commune. Voilà, on essaye d'avoir de certaines choses, quelques aides. Pour finir, si vous pouviez parler à vous-même au début de cette aventure, quel message vous donneriez, quel mot vous diriez? Moi je dirais, n'aie pas peur, parce qu'il y a des moments de doute, mais je me dirais rien parce que j'ai aimé découvrir au fur et à mesure. Moi, je dirais profite. Faut profiter de chaque moment. N'aie pas peur d'être heureuse, ça vaut le coup. Bonne question. Sincèrement, je pense que je changerais pas grand-chose non plus. Je me dirais juste vas-y, fonce comme t'as l'habitude. Eh bien écoutez, merci beaucoup pour cette petite pause. Merci à toi. Merci à toi. Merci. Sur ce, moi je pars voir un petit garçon qui s'appelle Augustin, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, et on va aller à sa rencontre. Ça a commencé. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Augustin, 9 ans. Et tu as 9 ans? Oui. Est-ce que tu veux boire quelque chose, Augustin? De l'eau et de l'amande. S'il te plaît. Tes parents ont parlé de toi un petit peu avant. Ils ont dit que tu avais un petit truc en plus. Est-ce que tu sais ce que c'est? La chronomie de 21. La trisomie 21, c'est ça? Oui. Et tu sais ce que c'est? Non, pas trop. Ouais, tu connais pas trop. Est-ce que tu te sens différent des autres enfants? Oui. Et est-ce que c'est grave? Non. Ton papa et ta maman, ils ont dit que tu allais à l'école. Ah oui. Est-ce que tu aimes aller à l'école? Pas trop, mais oui. En fait, je préfère être dans la maison. Tu préfères être à la maison? Ouais. Est-ce que tu as des amis à l'école? Oui, j'ai amis. Et tu les aimes bien? Des fois, oui. Des fois, non. Et du coup, tu as ta famille aussi? T'as combien de sœurs et combien de frères? J'ai 2 sœurs et j'ai un frère. Et tu les aimes bien? Oui. Et tu aimes bien ton papa et ta maman? Oui, très bien. Moi, j'ai papa et mamie. Voilà. Ok, et tu les aimes bien? Oui, beaucoup. Qu'est-ce que tu aimes faire dans ta journée? Nager. T'aimes bien nager? Oui. Écoutez la musique à fond à caisse. À fond la caisse. Est-ce que tu as un jouet préféré? Micro. T'aimes bien le micro? Tu fais quoi avec le micro? Je chante et parle. Et tu t'amuses bien avec le micro? Ouais. Augustin, c'est quoi ton rêve? Moi, en fait, téléphone. T'aimerais avoir un téléphone plus tard? Tu voudrais faire quoi avec ton téléphone? Je peux aussi avoir des aussi vidéos, même aussi appel en visio même. Tu pourras envoyer des vidéos et faire des appels en visio. C'est ce que t'aimerais faire plus tard? Oui. Eh ben écoute, merci beaucoup Augustin. De rien. C'était chouette de faire le micro? Oui. Eh ben je te souhaite une bonne fin de journée. Merci, toi aussi. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de Coffee Break.
Merci d'avoir partagé cette pause avec nous. Si ça t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un petit avis et de partager autour de toi. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, toujours sans filtre et sans prise de tête.